La disparition de Caleb a été révélée après un accident impliquant les membres de sa famille proche le 8 décembre avec son père, Stéphane, au volant, conduisant à 2 fois la limite de vitesse. Selon le rapport d'accident, le pick-up aurait quitté la route et percuté un arbre. En conséquence, lui et la sœur de Caleb, âgée de 2 ans, ont été tués. La mère de Caleb a été transportée par avion à l'UAB et dit à Alia. Aucun d'eux ne portait de ceinture de sécurité. Riley Denise Collins est née le 12 avril 2022 à Birmingham, en Alabama, de ses parents, Stephen Bradley Collins et Wendy Pamela Bailey. Riley était un bébé aimant et heureux. Elle aimait aller à la pêche avec son papy, Johnny, et regarder l'émission Paw Patrol. Elle adorait aussi Mickey et Minnie Mouse. Un an après la naissance de Riley, vers 2023, son petit frère, Caleb Rowan Collins, est venu au monde, mais malheureusement, on ne sait pas grand-chose sur lui, tout comme sur sa mère et son père. Stephen et Wendy n'ont jamais mentionné le petit garçon sur leurs comptes de réseaux sociaux, publiant rarement des photos de lui. C'est la seule que j'ai trouvée. Et comme vous pouvez le voir, le visage du petit garçon est à peine visible, mais d'après ce que l'on peut distinguer, il semble avoir des coupures et des ecchymoses. Donc, le 8 décembre 2024 vers 10h30 du matin. Le père de Riley et Caleb, Stephen Collins, âgé de 40 ans, conduisait sa Toyota Tacoma à une vitesse excessive lorsqu'il s'est écrasé contre un arbre dans le comté de Fayette, sur la route 73 dans le comté de Fayette, en Alabama. Il roulait à au moins 92 miles à l'heure sur une route limitée à 45 miles à l'heure lorsqu'il a tenté de prendre un virage sur la chaussée mouillée et a perdu le contrôle, percutant un arbre. Avec lui dans la voiture se trouvait sa fiancée et mère de ses enfants, Wendy Bailey, âgée de 22 ans, ainsi que leur fille Riley. Aucun d'eux ne portait sa ceinture de sécurité et aucune trace de dérapage n'a été retrouvée sur les lieux. Stephen n'avait même pas essayé de freiner pour éviter l'accident. Stephen avait été tué dans l'accident et Riley, âgée de 2 ans, a également été déclarée morte sur les lieux. Elle n'était pas dans un siège auto et avait été partiellement éjectée du véhicule. Wendy, la mère de la fillette, seule survivante de l'accident, a été transportée à l'hôpital pour y être soignée. Après l'incident, un membre de la famille hors de l'État a signalé aux forces de l'ordre que le couple avait un autre enfant, Caleb. Il cherchait à savoir où il était, puisqu'il n'était pas dans le véhicule lors des faits. C'est ainsi que le bureau du shérif du comté de Fayetteville a lancé une alerte pour enfants disparus. Ils ont aussi publié un communiqué indiquant la disparition d'un enfant d'1 an originaire de Winfield, Alabama. Ils ont ensuite demandé au public toute information concernant sa possible localisation. Caleb était décrit comme un garçon blanc aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Il mesure 76 cm et pèse 16 kg. Cependant, il n'avait qu'un peu plus d'1 an, donc je doute sérieusement qu'il pesait réellement autant. Les enquêteurs ont ensuite effectué plusieurs fouilles au domicile de la famille, situé sur la route 129 dans la région de Winfield. Ils sont aussi allés plusieurs fois à Birmingham interroger la mère, Wendy, à l'hôpital. Il s'est avéré que le département des ressources humaines de l'Alabama était impliqué auprès de la famille. Il a été dit que Caleb et Riley avaient tous les deux, à un moment donné, été placés en famille d'accueil et avaient même vécu avec une très gentille famille d'accueil également. Une fois que les enfants avaient été rendus à leur propre famille, ils ont été placés sous la garde légale de leur grand-père de 55 ans, John Elton Bailey, qui a également commencé à vivre dans la maison. Donc, puisque le grand-père n'avait clairement pas pris au sérieux sa responsabilité de protéger les enfants, il a été arrêté et inculpé pour ne pas avoir signalé la disparition d'un enfant. Il a ensuite été détenu sous caution de 100 000 $. Selon John, le petit garçon avait été vu pour la dernière fois le 4 septembre, plus de 3 mois avant l'accident de voiture. Selon la sœur de Wendy, l'autre fille de John Bailey, John a été empêché de communiquer avec sa famille alors qu'il vivait avec Stephen et Wendy. La sœur a également affirmé que John avait été maintenu en état d'ébriété en permanence par Stephen et Wendy. Je me demande pourquoi les services de protection de l'enfance l'ont jugé apte comme tuteur. Un voisin de la famille a également rapporté qu'au moment de l'accident, John s'était présenté sur les lieux. Et quand il l'a fait, la première chose qu'il a essayé de faire a été de s'emparer du sac à main de Wendy, je suppose, pour pouvoir prendre son téléphone portable avant que la police ne l'obtienne. Wendy, la mère des enfants, s'est complètement rétablie. Quelques semaines après l'accident, le 30 décembre, elle a pu quitter l'hôpital. Mais à ce moment-là, elle n'était pas libre de partir, et à la place, elle a été transférée à la prison du comté de Fayette, où elle a été inculpée en lien avec la mort de ses 2 enfants. Elle est maintenant accusée d'avoir causé la mort de sa fille Riley.
ainsi que de ne pas avoir signalé les mauvais traitements infligés à son fils Caleb. Cela était dû au fait que la mère avait reconnu qu'elle était au courant et qu'elle avait omis d'intervenir à plus de 2 reprises. Lorsque son fils Caleb était victime de sévices physiques par des moyens torturants, plusieurs mois avant l'accident de voiture. En juillet 2024, Wendy avait reçu un message texte de son fiancé Stéphane alors qu'elle était au travail. Le message disait qu'il allait tuer le petit Caleb. Il a été suivi d'une photo de Caleb pendu à une corde avec du sang sur le corps. Ensuite, Stéphane a envoyé une autre photo à Wendy. Celle-ci montrait Caleb allongé sur le dos par terre avec de graves ecchymoses sur le corps. Stéphane a ensuite envoyé un message disant qu'il ne bougeait pas, « Je suis désolé », mais il a ensuite envoyé un autre message disant que Caleb bougeait maintenant. À cela, Wendy a répondu que le petit garçon avait juste l'air épuisé, fatigué et blessé. Et elle espérait que ce n'était que ça. La mère a également dit aux enquêteurs qu'autour du moment où son fils Caleb est décédé, ce qu'elle a estimé être proche du 29 septembre, le corps du garçon avait été placé dans un sac en plastique, puis entreposé dans un bâtiment extérieur pendant une courte période avant d'être jeté dans un endroit inconnu. Depuis, les enquêteurs ont fouillé un abri sur la propriété de la famille, ainsi que le foyer dans leur jardin. Mais même après plusieurs fouilles de la propriété et des environs, la police n'a toujours pas réussi à retrouver le corps de Caleb. Wendy est toujours en prison à l'heure actuelle et elle a été inculpée de violences domestiques, d'outrage à cadavre, de maltraitance aggravée sur enfant et d'homicide par négligence criminelle. En ce qui concerne la mort de sa fille Riley, les enquêteurs ont également déclaré que d'autres accusations étaient possibles. Plusieurs personnes connaissant Wendy disent qu'elle a un faible fonctionnement et des troubles d'apprentissage. Ce n'est en aucun cas une excuse pour ce qu'elle a fait. Même si la dernière fois que son grand-père a dit avoir vu Caleb vivant, c'était le 4 septembre, il y a eu une publication étrange faite par son père, Stéphane, ou comme il se fait appeler sur l'un de ses profils de réseaux sociaux, Brad Collins. Il a publié ce message le 6 novembre et il disait « Notre fils ne va pas bien. Il ne grandit pas et a de gros problèmes de dos. Ses organes grandissent, mais pas son corps. Il devra subir une opération à un moment donné. Gardez-le dans vos prières. » Ça a été difficile et il semble que nous ayons encore un long et dur chemin devant nous. Le fait est que Stéphane a fait cette publication sur un tout nouveau profil de réseau social, l'un de ses nombreux, et toutes les autres publications qu'il avait faites sur ce profil n'étaient pas publiques. C'était la seule à ne pas être mentionnée. Cette publication a été faite plus d'1 mois après que Caleb ait été présumé mort. Il semble donc qu'il essayait juste de mettre en scène une couverture pour la disparition ou le meurtre de son fils. Selon un voisin, Stéphane et Wendy leur avaient dit que Caleb avait été récemment malade et qu'il était parti séjourner chez un membre de la famille. Cependant, ce voisin ne connaissait l'existence de Caleb que de nom et n'avait en réalité jamais vu le petit garçon lui-même. D'autres membres de la famille des enfants ont déclaré qu'ils étaient complètement coupés de Stéphane et Wendy et qu'ils ne savaient même pas que Wendy était enceinte de Caleb lorsqu'elle l'était. Les rares personnes qui étaient au courant ne savaient même pas si Caleb était un garçon ou une fille, car Wendy et Stéphane avaient créé des profils Facebook complètement différents avec des noms différents et n'avaient aucune photo de lui. Luline a grandi avec et est la cousine du père décédé du bébé d'1 an disparu. Elle dit que la famille est dans un état de deuil permanent, car de nouvelles informations concernant la perte de son cousin et la disparition de son enfant continuent d'apparaître. Parce que aussi en colère que tout le monde soit, et je le suis aussi à propos de ce qui s'est passé, cela n'enlève pas la douleur ni les blessures. C'est vraiment une situation très triste et tout simplement horrible, rien que de penser à ce que les enfants ont traversé. Est-ce que ça me rassure que Pam ait été arrêtée? Je ne dirais pas vraiment que ça me rassure autant. Vous savez, je veux que justice soit faite pour Caleb et pour Riley. Je ne dirais pas que je suis choquée. J'espérais vraiment que le résultat serait différent. Vous savez, si Caleb n'est plus parmi nous, alors où sont ses restes? Que s'est-il passé? La rumeur dit que Stéphane pensait peut-être que Caleb n'était pas son fils, ce qui pourrait expliquer pourquoi il lui faisait du mal. Et pas sa sœur aînée, Riley, car il paraît qu'elle n'a pas subi les mêmes violences que son frère. Certaines personnes ont émis l'hypothèse que Riley était peut-être déjà morte avant l'accident de voiture, et que c'était juste une façon pour ses parents de cacher qu'ils l'avaient déjà tuée.
Cependant, la police a confirmé que la petite fille était bel et bien en vie avant l'accident. Il a également été dit en ligne que Wendy travaillait dans une décharge jusqu'en septembre 2024. Ensuite, elle a commencé à travailler au tribunal. On dit qu'elle allait à la décharge 2 à 3 jours par semaine pour collecter de l'argent et faire de la paperasse. Cela a amené beaucoup de gens à spéculer que le corps de Caleb se trouve peut-être dans la décharge, bien que je n'ai entendu aucune information indiquant si les autorités ont examiné cette piste ou non. Ceux qui travaillaient avec Wendy à la décharge ont également dit qu'elle venait souvent au travail avec des ecchymoses sur le corps. Mais ils ne voulaient pas se mêler de ces affaires. À l'heure actuelle, Wendy est toujours en prison et le corps de Caleb n'a pas encore été retrouvé. Toute personne ayant des informations concernant l'affaire ou la localisation de Caleb est invitée à appeler le bureau du shérif de Fayette au 205 932 3205 au cas où. Les funérailles du petit Riley ont eu lieu le dimanche 15 décembre 2024 à la chapelle de la maison funéraire Reiser & Son à Columbia, en Louisiane. Elle a ensuite été enterrée au cimetière Fellowship, également à Columbia. Criminels et monstres et tout ça surtout, mais... Je suis sur le point de faire de toi un héros. Maurice, ou Isaïe, comme on l'appelait Torres, est né le 3 juillet 2008 de ses parents Mauricio et Cathy Torres. Isaïe avait 10 autres frères et sœurs, y compris sa sœur jumelle. C'était un petit garçon joyeux et affectueux qui aimait aider les autres. Sa couleur préférée était l'orange. Il adorait Spider-Man et le film Toy Story. Il voulait aussi devenir policier quand il serait grand, et ses plats préférés étaient le poulet et les macaronis au fromage. Isaïe aimait aussi porter des chapeaux, chanter, danser et raconter des blagues de type toc-toc. Le petit Isaïe et ses 2 sœurs, Madison et Mackenzie, faisaient aussi du bénévolat au centre communautaire samaritain à Rogers, dans l'Arkansas. La directrice a dit que lui et sa sœur venaient chaque semaine pour aider à préparer des sachets de goûter. Et le petit Isaïe, qui était très serviable, adorait démonter les cartons. Maintenant, les parents d'Isaïe, Mauricio et Cathy s'étaient rencontrés à Jonesboro, dans l'Arkansas, et se sont mariés en 2002. Mauricio avait déjà été marié auparavant et il vivait en Californie. Il avait 2 enfants issus de ce mariage, Mauricio Jr. et Erika. Ils vivaient tous les deux avec leur mère et Cathy avait 4 enfants de son précédent mariage. Ses enfants s'appelaient Nicolas, Bailey, Spencer et Quinton. Le couple a ensuite eu 2 enfants ensemble qui leur seraient retirés plus tard. Mauricio et Cathy ont ensuite eu une fille, ainsi qu'Isaïe et sa sœur jumelle, ce qui faisait un total de 11 enfants pour le couple. Dans l'après-midi du 29 mars 2015, la mère d'Isaïe, Cathy, appela le 911 pour signaler qu'Isaïe ne répondait plus. Lorsque les premiers intervenants sont arrivés au domicile de la famille au 9 Creswell Circle à Bella Vista, ils ont trouvé le petit garçon allongé sur le dos par terre. Quand ils ont demandé au couple ce qui s'était passé, ils ont expliqué qu'ils venaient juste de rentrer d'un voyage de camping en famille, mais qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui n'allait pas avec le petit garçon. Cependant, lorsque les ambulanciers ont placé Isaiah, âgé de 6 ans, sur la civière, ils ont remarqué qu'il avait de multiples ecchymoses, lacérations et blessures par perforation. Par conséquent, la police a été contactée. Malheureusement, Isaiah est décédé peu de temps après son arrivée à l'hôpital à 00h23 le 30 mars 2015. Il a été découvert que le garçon de 6 ans présentait des signes de traumatisme crânien et aux extrémités causés par un objet contondant. Il avait également développé un cas grave de septicémie. Cette infection s'est produite après qu'un objet ait été enfoncé dans le rectum d'Isaiah, un objet que la police découvrira plus tard être un grand bâton. Ils ont également découvert qu'Isaiah avait 23 blessures distinctes à la tête. Il avait des dents qui avaient été arrachées ou cassées, son nez était cassé et il avait une étrange blessure en forme de losange sur l'abdomen. Le père du garçon, Mauricio, dira au médecin que ces blessures, du moins celles sur son dos, étaient dues à une brûlure chimique. Cela avait eu lieu. Quelques mois plus tôt, selon Mauricio, Isaiah était tombé dans une flaque d'eau de Javel dans la salle de bain. Isaiah avait été soigné pour ses blessures à l'hôpital, mais les médecins n'ont pas pu le confirmer maintenant. Lors d'une perquisition chez les Torres, la police a découvert du sang éclaboussé sur les murs, le sol et le plafond de la chambre principale, ainsi que dans la salle de bain attenante.
Des éclaboussures de sang ont aussi été retrouvées sur des haltères de 15 livres dans la salle de bain et la chambre. Un tisonnier de cheminée qui avait une forme de losange, similaire à celle retrouvée sur le corps d'Isaïe, a été découvert. Il y avait également du vomi et un stéthoscope retrouvé sur le lit. Lors de la fouille de la caravane utilisée pour leur récent voyage, les détectives ont trouvé une grande tache de sang circulaire sur un matelas. Entre tout cela et le fait que les parents n'ont montré aucune réaction émotionnelle lorsqu'on leur a annoncé qu'Isaïe était mort, la police a emmené Mauricio et Cathy au poste pour les interroger. Lors du premier entretien de Cathy avec les détectives, elle leur a dit que la famille était rentrée à la maison vers 22h. La veille, et c'est plus tôt, vers 14h qu'Isaïe avait commencé à avoir mal au ventre. Elle lui avait alors donné du Pepto-Bismol. Selon elle, Isaïe se comportait normalement lorsqu'ils sont rentrés à la maison. Il avait même pris une douche et mis son pyjama tout seul. Cathy a affirmé qu'après la douche, elle l'avait laissé dormir dans la chambre principale. Mais quand elle est revenue un instant plus tard, Isaïe ne respirait plus, alors elle a contacté le 911. La mère a également nié avoir connaissance des blessures d'Isaïe, suggérant plutôt qu'il était maladroit et qu'il se cognait souvent contre les portes. Selon elle, Isaïe avait des cernes sous les yeux lorsqu'ils étaient revenus de leur voyage de camping. Elle a également tenté de dire que son nez n'était pas cassé, mais qu'il avait toujours été un peu de travers, et elle a nié toute faute. Lorsque les autorités ont confronté Cathy aux allégations de maltraitance, elle a déclaré qu'elle aimait son fils et qu'elle ne lui ferait jamais de mal. Selon Cathy, elle et son mari ne se disputaient jamais et ils punissaient rarement les enfants. L'histoire de Mauricio était très similaire à celle de Cathy en ce qui concerne leur voyage de camping, ainsi que le mal de ventre du petit Izaïe. À leur retour, il a dit qu'on lui avait donné des médicaments et veillé à son hydratation. Selon Mauricio, cependant, Izaïe avait été très difficile à réveiller dans la voiture lorsqu'ils sont rentrés à la maison. Et il ne s'était pas douché lui-même, comme Cathy l'avait affirmé, mais il avait plutôt eu besoin d'aide. Mais quand Mauricio avait demandé à sa femme Cathy s'il devait emmener le garçon aux urgences, elle avait refusé, estimant qu'un simple mal de ventre ne le justifiait pas. Il a également nié toute connaissance de la façon dont Izaïe avait obtenu ses blessures, disant que le petit garçon était simplement maladroit et que c'était peut-être un virus qui l'avait tué. Il a aussi affirmé qu'à un moment, les blessures d'Izaïe pouvaient venir de négligence, mais qu'elles n'avaient jamais été infligées volontairement. Mauricio irait même jusqu'à spéculer auprès des détectives que son fils avait peut-être une maladie non diagnostiquée, comme l'hypoglycémie ou le diabète, qui aurait pu être un facteur dans sa mort. Il a ajouté aux détectives que sa femme, Cathy, passait surtout du temps avec Izaïe, mais il était certain qu'elle ne ferait jamais de mal aux enfants. Ensuite, il a affirmé qu'il n'était coupable que d'une seule chose, son incapacité à sauver son fils, et il avait échoué, non seulement en tant que père, mais aussi en tant qu'homme. Peu après ces déclarations, les détectives ont fait une pause dans l'interrogatoire de Mauricio, qui est alors devenu plus anxieux. Puis, lorsqu'ils ont repris leur entretien, Mauricio a fait plusieurs commentaires insinuant qu'il pensait que Cathy l'avait dénoncé ou l'avait impliqué dans le fait d'avoir blessé leur fils. Il n'a donc pas fallu longtemps après cela pour que le mari et la femme commencent à se retourner l'un contre l'autre. Et, pendant qu'ils le faisaient, les détectives ont commencé à découvrir l'horrible vérité sur ce qui était arrivé à Izaïe. Cathy avait changé sa version des faits et elle disait maintenant aux détectives qu'elle avait déjà vu son mari Mauricio faire du mal à leur fils. Selon elle, il le frappait avec ses poings, des rallonges électriques et une ceinture. Elle a également admis que parfois, elle avait participé en frappant Izaïe avec cette ceinture, mais qu'elle ne le faisait pas assez fort pour lui faire mal. Les deux sœurs d'Izaïe, âgées de 6 et 7 ans, ont aussi été amenées pour interrogatoire. Et même si elles ont dit aux autorités que Mauricio leur avait demandé de ne pas parler de la mort d'Izaïe, elles ont confirmé l'histoire du camping que leurs parents avaient racontée. Avec quelques différences majeures, notamment le fait que, le matin où Izaïe est décédé, l'une de ses sœurs s'est réveillée et l'a trouvée attachée dans la baignoire avec des lacets. Cathy et Mauricio étaient furieux contre Izaïe car il avait mangé un morceau de gâteau. La sœur se souvenait aussi que leur père avait emmené Izaïe et l'avait traîné dans la caravane plus tard dans la journée. Ensuite, il l'a forcée à se déshabiller et l'a battue avec un bâton. De plus, selon la jeune fille, Izaïe devait s'asseoir assez fréquemment pendant leur voyage car il n'était pas en forme. Et au moment où ils sont rentrés à la maison, Izaïe a dû être porté depuis la voiture. La fillette a aussi déclaré aux autorités
qu'Isaïe était si épuisé en rentrant que toute la famille a dû l'aider à se déshabiller et à se doucher, car il ne pouvait même pas tenir debout. Après cela, Cathy lui a mis son pyjama, puis lui a donné des vitamines en bonbons et du thé vert avant de le coucher. La petite fille a affirmé qu'à ce moment-là, Isaïe se comportait de façon très étrange. Puis, le 7 avril, environ une semaine après la mort d'Isaïe, Mauricio, qui était détenu en prison sous suspicion d'avoir assassiné son fils, a demandé à parler au capitaine de police. Cela est arrivé après qu'il a découvert que sa femme, Cathy, avait déposé une ordonnance de protection contre lui et le tenait désormais pour responsable de la mort d'Isaïe. Selon Cathy, elle n'avait pas été avec la famille toute la journée du 29, le jour où le 911 avait été appelé. Elle a affirmé qu'aux alentours de 14h30, elle était allée chez Lowe's et qu'elle était partie pendant un peu moins d'une heure. Pendant ce temps, Mauricio était resté avec le garçon. Cathy a ensuite dit à un détective qu'elle avait peur de son mari, Mauricio, et qu'il avait fait du mal à Isaiah. C'est pourquoi ils étaient là maintenant. Lorsque le détective est allé parler à Mauricio, la toute première chose qu'il a faite a été de se plaindre de ses conditions en prison. Il a dit qu'il avait besoin de plus de protéines parce qu'il venait de subir une opération de perte de poids et qu'il avait froid parce qu'il n'avait pas de matelas adéquat. Pauvre chou. Il a ensuite décrit sa femme, Cathy, comme une personne très contrôlante qui était tout aussi responsable de la mort d'Isaïe que lui. Cependant, selon Mauricio, la mort de son fils n'était qu'un accident pendant leur voyage en famille. Mauricio a affirmé qu'Isaïe avait mangé un peu de gâteau et que cela avait mis Cathy en colère, alors comme punition, il lui avait enfoncé un bâton dans le rectum, puis l'avait forcé à faire des squats. Alors que lui et Cathy regardaient, Mauricio a même fait une démonstration de ce qui s'était passé devant les enquêteurs. Pendant que le petit garçon faisait cela, les parents ont décidé qu'il n'allait pas assez vite pour leur plaisir malsain, alors Cathy l'a forcé à s'enfoncer encore plus sur le bâton. Elle a ensuite retiré le bâton et a nettoyé. Pendant la confession de Mauricio à la police, il a ri et a affirmé que son fils avait l'air tellement mignon en faisant ses squats, ce qui est l'une des choses les plus répugnantes que j'ai jamais entendues. Selon le père, le bâton était quelque chose qu'ils utilisaient normalement pour donner des fessées à Isaïe, parce que c'était la seule chose à laquelle il réagissait. Comme le garçon avait des problèmes de colère, Il a affirmé. Tu as dit que tu l'avais déjà fait une fois auparavant. Quoi? Combien de temps avant? C'était ce dernier dimanche. Oh, waouh. Il donnait normalement toujours des fessées. Mauricio rejetait alors la faute sur sa femme, l'accusant de maltraiter non seulement Isaiah, mais aussi leurs 2 filles. Il a déclaré que Cathy n'avait pas les mêmes problèmes avec les 2 filles qu'elle en avait avec Isaiah. Et Mauricio a essayé de dire qu'il essayait souvent d'empêcher sa femme de faire du mal aux enfants quand il était là. Il a également dit aux enquêteurs qu'il ne croyait pas que Cathy se souciait de lui ou de leurs enfants, et il avait l'impression d'avoir trahi son fils. La raison pour laquelle elle ne dit rien, c'est parce qu'elle sait qu'elle est tout aussi coupable. Une autre chose que Mauricio dirait pendant cette interview, c'est « Quand mon fils est mort, une partie de moi est morte pour toujours ». Finalement, Cathy et Mauricio ont tous les deux été arrêtés et inculpés d'homicide capital, de coups et blessures au premier degré et d'agression. Le fait est que les services de protection de l'enfance étaient impliqués depuis longtemps avec la famille et ils avaient enquêté sur de multiples signalements de maltraitance envers les enfants de Mauricio et Cathy. Même avant la naissance d'Isaiah, selon la fille aînée de Mauricio, Erika Torres, son père était un véritable cauchemar vivant pour elle et ses frères pendant longtemps, après que leur propre mère ait divorcé de Mauricio. Avant de rencontrer Cathy, il avait complètement perdu le contact avec ses enfants et s'était vu retirer ses droits parentaux. Sa fille Erika pensait que tout était terminé en ce qui concernait ses actes envers les enfants, mais lorsqu'elle a appris qu'il avait eu d'autres enfants, elle a appelé son frère, Mauricio Torres Jr., et lui a dit qu'elle était terrifiée. Que pourrait-il arriver aux nouveaux enfants de leur père? Puis, en 2004, l'une des filles de Cathy, issue de sa relation précédente, a accusé Mauricio de l'avoir violée. La tante de la fillette avait signalé les faits, mais Mauricio a nié l'avoir touchée de façon inappropriée. Et l'affaire serait classée sans suite en raison du manque de preuves matérielles et du récit incomplet de la victime qui n'avait que 4 ans.
Mauricio serait interrogé par la police de Jonesboro quelques mois plus tard. Concernant d'autres allégations faites par la fille de Cathy, qui avait alors 4 ans, la même. Et même si les services de protection de l'enfance avaient des dossiers montrant que cette petite fille et ses frères et sœurs avaient déjà été placés en famille d'accueil à cause d'allégations de maltraitance physique, l'agence a encore une fois conclu que ces accusations n'étaient pas fondées. Cette fillette de 4 ans avait confié aux enquêteurs que son beau-père, Mauricio, lui avait demandé de garder le silence et elle n'en avait même jamais parlé à sa mère. Lorsque Mauricio avait été interrogé au sujet de ces allégations, il avait affirmé que le père biologique de la fillette l'attaquait simplement dans le but d'obtenir la garde. Cathy était d'accord avec Mauricio, affirmant qu'il s'agissait effectivement des intentions de son ex-mari. Et encore une fois, en août 2007, un autre signalement avait été déposé auprès des services de protection de l'enfance en raison d'allégations de maltraitance, mais il avait également été classé sans qu'aucune charge ne soit retenue contre Mauricio. À l'école, Isaïe était un garçon très heureux et prêt à apprendre, mais en grandissant, son comportement a commencé à changer et il est devenu plus renfermé. Il a également commencé à devenir plus en colère et combatif envers ses enseignants et ses camarades. Ses enseignants ont également remarqué qu'Isaïe volait de la nourriture à d'autres élèves et fouillait dans les poubelles pour essayer de trouver à manger. Ses enseignants à l'Académie des ambassadeurs du Christ, où le garçon était inscrit en maternelle, ont rapidement commencé à remarquer qu'Isaïe venait à l'école avec des ecchymoses et des coupures sur le corps. Et ses blessures ne semblaient jamais guérir. Ainsi, les enseignants ont commencé à prendre des notes et à signaler leurs inquiétudes au département des services sociaux de l'Arkansas. Mais il semble que rien n'ait été fait concernant ces inquiétudes, car elles ont de nouveau été classées comme non fondées. Ensuite, à la suite de ces signalements, Isaïe et ses sœurs ont été retirés de l'école et instruits à la maison l'année suivante. Maintenant, même si tous les enfants de la maison étaient maltraités, Isaïe était traité bien plus mal que les autres. Alors que les frères et sœurs du garçon recevaient des repas faits maison ou des plats de restaurant, il était forcé de manger du riz et des haricots ou des sandwichs au beurre de cacahuètes. Isaïe voyait aussi régulièrement son anniversaire ignoré et ses parents ne fêtaient que celui de sa sœur jumelle, lui donnant de l'affection et des cadeaux. De plus, Isaïe ne recevait jamais de cadeaux de Noël et recevait à la place du charbon. Avec le temps, les choses n'ont fait qu'empirer pour le garçon, et Mauricio obligeait Isaïe à boire son urine et à manger ses excréments. Le petit garçon n'était autorisé à prendre que des douches froides. Il était battu avec un câble, des chaussures, des bâtons et à coups de poing, et il était souvent forcé de dormir dans une cage pour chien. Parfois, Mauricio prenait un caleçon, le trempait dans un seau rempli de son urine, puis forçait Isaïe à le porter sur la tête dans la maison. Une fois, Mauricio a même arraché les dents du garçon avec une pince et a versé de l'eau de javel sur son corps. Les grandes sœurs d'Isaïe étaient forcées de frapper le garçon avec un bâton et de surveiller Isaïe de temps en temps, pour s'assurer qu'il ne s'échappait pas de sa cage la nuit ou qu'il ne volait pas de nourriture. Une fois, Isaïe a même été forcé de rester dans une poubelle pendant environ 1 mois. Cathy finira par avouer le meurtre avec préméditation de son fils. En mars 2017, elle a accepté un accord de plaidoyer, ce qui a permis de retirer la peine de mort des peines possibles. Pourtant, elle a continué d'affirmer qu'elle n'était pas responsable de ses blessures. Cathy a été condamnée à la prison à vie. Lorsque ce fut au tour de Mauricio d'être jugé, sa défense a tenté de rejeter toute la faute sur Cathy. Mais il était évident que le père avait quelque chose à voir avec la mort et les mauvais traitements infligés à son fils, Isaïe. Au cours du procès, de nombreux témoins ont été appelés à la barre, y compris la famille de Mauricio, qui a témoigné que la mère de Mauricio n'avait jamais fait partie de sa vie. Et son père, Edgar Torres, avait puni Mauricio lorsqu'il était enfant en le forçant à faire des exercices physiques rigoureux et il allait souvent trop loin. Mauricio recevait également des coups de ceinture s'il ralentissait et son père l'insultait avec des noms dégradants. Ensuite, de nombreux enfants adultes et beaux-enfants de Mauricio allaient témoigner à la barre pour décrire l'horreur qu'avait été leur vie lorsqu'ils vivaient avec Mauricio. Tous ceux qui ont témoigné ont accusé Mauricio de les avoir maltraités physiquement. Il les frappait, les donnait des coups de pied, les jetait partout et les tirait souvent violemment par les oreilles pour les traîner. Le fils de Mauricio, Mauricio Torres Jr., a témoigné qu'une fois, il n'a pas réussi à mettre ses chaussures assez vite.
Son père l'avait frappé d'un coup de pied si fort qu'il en avait vomi, puis il avait été forcé de manger son vomi. Il a également affirmé que son père les enfermait, lui et son frère, dans une pièce et les forçait à se battre l'un contre l'autre. Presque tous les enfants de Mauricio ont également affirmé qu'il les avait forcés à accomplir des actes sexuels sur lui et entre eux. Certains témoins ont déclaré au jury qu'ils avaient même été violés avec des objets. Il semblait que Mauricio faisait du mal à ses enfants de façon très régulière dans la maison. Les enfants adultes ont également dit au jury que Mauricio était le parent dominant dans la relation. Même s'il avait essayé de faire croire tout le contraire lors de son interrogatoire avec la police. À la fin du procès, Mauricio Torres a été reconnu coupable de l'abus et de la mort de son fils Isaïe, et en novembre 2016, il a été condamné à mort. Cependant, en 2019, cela a été annulé en raison d'une erreur technique lors de la condamnation. La Cour suprême de l'Arkansas a déclaré que l'agression sexuelle d'Isaïe ne pouvait pas être utilisée comme base pour demander une condamnation pour homicide passible de la peine capitale. En mars 2020, Mauricio a de nouveau été reconnu coupable des accusations contre lui. Cependant, cela a été déclaré comme un procès nul après que le beau-fils de Mauricio a sauté du banc des témoins et a tenté de l'attaquer. Lors de sa condamnation, Mauricio est de nouveau retourné au tribunal en février 2023 et il a supplié le jury de ne pas le faire tuer. Il a ensuite été condamné une troisième fois et a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Une femme nommée Amy Gorley, qui n'a aucun lien avec Isaïe ou sa famille, mais qui a assisté au procès de Mauricio, a créé le fonds de bourse commémorative Isaïe Torres en sa mémoire. Ce fonds aide financièrement les étudiants inscrits au programme d'études sur la défense des droits de l'enfant au Northwest Arkansas Community College. Les funérailles d'Isaïe ont eu lieu peu de temps après son décès à la maison funéraire Emerson à Jonesboro, dans l'Arkansas. Rashid Bryant est né le 13 décembre 2018 de sa mère Jabora Debris et de son père Christophe Bryan à Opelika, en Floride. Il avait également 10 autres frères et sœurs. Le cas de Rashid est particulièrement triste et il l'est encore plus du fait qu'il n'existe rien d'écrit sur sa personnalité ou sur ce qu'il aimait. Il n'y a eu ni mémorial, ni veillée, ni véritable nécrologie écrite pour Rashid. Avant la naissance de Rashid, ses parents, notamment sa mère Jabora, étaient déjà connus des services de protection de l'enfance de Floride. L'histoire avec le DCF a commencé en juin 2004 lorsqu'elle a été testée positive au cannabis à la naissance de son deuxième enfant. L'année suivante, le DCF a reçu un signalement indiquant que 2 jeunes enfants jouaient dehors chez Jabora sans surveillance. À la naissance de son troisième et de son quatrième enfant en 2010 et 2011, Jabora a de nouveau été testée positive au cannabis. Comme cela devenait récurrent à ce stade, la famille a été orientée vers une agence privée pour bénéficier de services. 2 signalements ont été faits auprès de la ligne d'urgence de la DCF en avril 2013. Le premier indiquait que Christopher avait frappé Jabora au ventre alors qu'elle était enceinte. Et le second était un rapport indiquant que Christopher fuyait la police en tenant un de ses jeunes fils dans les bras, puis l'avait jeté dans une voiture. La famille a alors été placée sous la supervision de la DCF et 3 mois plus tard, Jabora a de nouveau été testée positive au cannabis à la naissance de son 5e enfant. Les résultats du dépistage de drogue et les allégations antérieures ont amené les services de protection de l'enfance à retirer les enfants du foyer. Cette fois-ci, cependant, les enfants ont été rendus à leurs parents moins d'1 mois plus tard, le 8 août, et un juge continuerait désormais à superviser la famille. Il y avait également des rapports avant la naissance de Rashid indiquant que la maison était sale et qu'un membre de la famille, qui gardait souvent les enfants, fumait de la méthamphétamine devant eux. Le DCF avait également été informé que la maison n'avait pas d'eau, qu'il y avait des cafards partout, que les enfants n'allaient pas à l'école, ne se lavaient pas et ne mangeaient pas correctement. La mère et le père auraient également fumé de la marijuana avec du crack à cette époque et ils vendaient leurs bons alimentaires. Il y avait aussi un autre rapport qui disait que Christophe avait frappé son fils aîné au visage, puis l'avait jeté contre une clôture. Et il y avait encore un autre rapport disant que Jabora, sa sœur et le fils aîné avaient agressé un voisin et que les 2 adultes avaient été arrêtés.
Donc, tout comme leur long historique avec la DCF, Jabora et Christophe avaient aussi de longs casiers judiciaires. Jabora avait en fait été arrêté 26 fois avant la mort de Rachid, y compris pour coups et blessures aggravés, cambriolage, vol de voiture, vol à main armée, carjacking armé, enlèvement et agression avec une arme mortelle. L'historique de Chris est moins étendu, mais il reste tout de même important. Il avait été arrêté 14 fois notamment pour fraude, recel de biens volés, possession de cocaïne, violence domestique, coups et blessures, vol, vol qualifié, cambriolage et maltraitance d'enfants. Et quand j'ai dit que la maison était sale, ce n'était pas seulement sale, on disait qu'elle était inhabitable. Les enfants dormaient apparemment par terre. Toute la maison sentait les excréments et à un moment donné, presque tous les enfants avaient une infection cutanée ouverte, rouge et à vif. Puis, en 2018, l'année où Rachid allait naître, le DCF recevrait plus d'une demi-douzaine de signalements concernant les enfants de Jabora et Chris, ce qui entraînerait 2 enquêtes. Au cours de ces enquêtes, il a été noté que l'eau de la famille était de nouveau ou toujours coupée et que Jabora n'avait pas payé le loyer depuis 2 mois. Chris était en prison à ce moment-là. Un autre rapport, survenu en août 2018, alléguait que les enfants, ils étaient maintenant 8, étaient souvent laissés sans surveillance et que c'était l'adolescent de 15 ans qui était responsable. Cependant, le DCF n'a offert aucun service à la famille à ce moment-là. La propre mère de Chris a même dit aux enquêteurs du DCF que son fils et sa belle-fille ne s'occupaient pas correctement des enfants et qu'ils consommèrent de la drogue. Elle leur a également dit que les enfants plus âgés n'allaient pas à l'école. La mère de Chris encourageait aussi l'un des enfants de Chris et Jibora, un des plus âgés, à parler avec le DCF. Et il disait que sa mère n'avait pas d'argent et pas de nourriture. Il a déclaré que sa mère se drogue, lui donne des fessées avec ses mains et le frappe au ventre et aux jambes. Moins d'1 mois avant la naissance de Rachid, la DCF a été informée que la famille vivait dans une voiture. Chris et Jabora ont nié cela, affirmant qu'ils séjournaient dans un motel à proximité. Cependant, ils n'ont pas pu en fournir la preuve. Et finalement, le 22 novembre 2018, les 8 enfants de Jabora et Chris ont tous été placés sous la garde de la DCF le mois suivant. Le petit Rachid est né le 13 décembre, seulement 2 jours après sa naissance. Les services de protection de l'enfance l'ont pris en charge et il a vécu en famille d'accueil, tandis que ses frères et sœurs sont allés chez leur grand-mère paternelle. Cependant, Jabora et Chris voulaient récupérer tous leurs enfants, alors ils ont accepté de suivre différents cours de parentalité ainsi que d'assister à des séances de thérapie. Ils ont également accepté de trouver du travail et de fournir un logement stable pour les enfants. Ainsi, en août 2019, un juge a accordé aux parents des visites supervisées, suivies de visites le week-end. Ce plan reposait en grande partie sur la vigilance des grands-mères paternelles et maternelles des enfants, qui étaient souvent présentes à la maison. Elles devaient surveiller tout signe de consommation de drogue ou de maltraitance des enfants et signaler immédiatement leurs soupçons à un gestionnaire de dossier ou à la police. L'ordonnance du juge prévoyait également des mesures de secours au cas où l'un ou les 2 parents adopteraient un comportement inapproprié ou agressif lors d'une de leurs visites. Dans ce cas, la visite serait immédiatement interrompue. Quel est l'intérêt d'autoriser les visites si cette possibilité est si évidente? Et la visite de Jabora et Chris avec les enfants serait annulée seulement quelques mois plus tard, en octobre 2019, lorsqu'ils n'ont informé ni le juge ni qui que ce soit d'autre, d'ailleurs, qu'ils avaient déménagé. Le couple, qui était censé consulter des thérapeutes, avoir un emploi et un logement stable, ne faisait rien de tout cela. Ils avaient tous les 2 manqué presque, voire la totalité, de leur rendez-vous prévu avec les thérapeutes. Et en septembre 2019, ils avaient de nouveau été expulsés et vivaient dans un Clarion Inn près de l'aéroport. À un moment donné pendant cette période, Jabora et Chris essayaient de récupérer la garde de leurs enfants. Un juge a refusé leur réunification et Jabora était tellement bouleversée qu'elle a refusé d'aller à une visite avec les enfants. Ça se comprend. Tu veux tellement tes enfants et tu les aimes tellement que tu veux les récupérer. Mais tu te mets en colère et tu ne vas pas les voir pour une raison quelconque. Ils ne l'ont pas fait, même si rien n'avait changé. En janvier 2020, un juge a autorisé Chris et Jabora à reprendre leur visite supervisée avec leurs enfants. Et puis, une superviseuse d'une agence privée de gestion de cas,
qui s'occupait des enfants du couple pour le DCF, a recommandé que les enfants soient non réunis avec leurs parents, affirmant que les conditions de retour avaient été remplies par Jabora et Chris. Pardon, quoi? Mais ce n'était absolument pas vrai, car pendant les 15 mois où les enfants avaient été placés sous la garde de l'État, les parents de Rachid n'avaient absolument rien fait de ce que le juge leur avait demandé de faire. Et depuis, Chris avait réussi à éviter tous ses rendez-vous de thérapie. Au lieu de dire « D'accord, tu n'as pas fait ça, tu ne peux pas récupérer tes enfants », la juge a décidé à la place de simplement retirer cela de son plan et il n'était plus responsable d'aller en thérapie. Ils avaient aussi, au cours du même mois, en janvier 2020, arrêté de payer leur loyer à nouveau. Donc, entre septembre 2019 et janvier 2020, ils avaient été expulsés. Ils ont dû vivre dans une voiture ou un motel, ont trouvé un nouvel endroit et ont de nouveau décidé d'arrêter de payer le loyer. Selon des dossiers confidentiels du DCF, cette réunification des enfants et des parents n'était pas soutenue, étant donné que la raison du retrait n'avait pas été résolue. L'avocate de Chris soutenait que les enfants avaient été retirés à leurs parents uniquement parce qu'ils étaient sans abri. Il a dit que les parents avaient de nouveau un endroit où vivre et que les enfants voulaient être avec leurs parents. D'abord, j'espère que ce n'est pas la raison pour laquelle ils ont été retirés. Je doute aussi que ces enfants veuillent encore voir leurs parents. De plus, ils perdront vite leur logement car ils ont arrêté de payer le loyer. Donc, le juge était d'accord avec l'avocat de Chris et a décidé de laisser les enfants retrouver leurs parents. Cependant, la juge Baccarat, celle qui supervisait la famille, n'a pas suivi la recommandation du DCF de rendre les enfants progressivement aux parents, et non simultanément. Ils ont demandé qu'elle commence par ne rendre qu'un des enfants les plus âgés. Au lieu de cela, elle a ordonné que Rachid et 3 de ses frères et sœurs soient rendus à leurs parents immédiatement. Les 5 autres enfants seraient rendus 2 mois plus tard. La juge a dit qu'il était dans l'intérêt supérieur des enfants d'être avec leurs parents et elle dirait aux parents de Rachid qu'ils ne pouvaient pas reprendre leurs anciennes habitudes. Enfin, ce ne sont pas vraiment de vieilles habitudes puisqu'ils ne les ont jamais changées. Et je ne pense pas que leur parler va servir à quoi que ce soit. Donc, le 28 février 2020, Rachid, ainsi que 3 de ses frères et sœurs, ont été rendus à ses parents et les enfants ont été renvoyés chez eux sans aucun service de soutien. Pour aider Jabora, les parents ont également obtenu à ce moment-là des visites libres et non supervisées avec les 5 autres enfants. Et environ 1 mois plus tard, à la surprise générale, Jabora allait donner naissance à son 10e enfant. Elle avait auparavant nié devant le tribunal être enceinte et seulement 3 semaines après la naissance de son 10e enfant, le juge a décidé de lui rendre les enfants restants. Et il a été noté dans un dossier du DCF que ce nouveau bébé était considéré comme étant dans un foyer sûr. En août 2020, seulement quelques mois après que Rachid et les 3 premiers enfants aient été rendus à leurs parents, les travailleurs sociaux ont mis fin à toute supervision. C'est ce que disent les dossiers à ce moment-là. Aucune évaluation continue de la sécurité des enfants n'a été effectuée chaque mois, malgré les réglementations fédérales qui l'exigent. Et en octobre 2020, un juge a ordonné que toute supervision de la famille entière soit terminée. Ils étaient livrés à eux-mêmes, ils étaient à nouveau de bons parents, du moins aux yeux du juge, je suppose. Comme je l'ai dit, la supervision a été arrêtée pour les 4 premiers enfants en août, et la supervision complète de tous les enfants a été arrêtée quelques mois plus tard, en octobre. Cependant, en mai 2020, avant l'une ou l'autre de ces dates, Rachid s'était cassé la jambe et Jabora avait donné 3 versions différentes sur la façon dont cela s'était produit. Elle a d'abord dit qu'il avait été déposé dans son parc par l'un de ses frères et sœurs. Cependant, un texto envoyé plus tard à sa sœur a été retrouvé, dans lequel elle disait, je cite, qu'elle lui avait botté les fesses. 6 jours plus tard, Jabora envoyait un message à une autre tante. Une photo de la jambe de Rachid, très enflée, environ 2 semaines après que Jabora ait envoyé un message au sujet des blessures de Rachid. Donc, il avait une jambe cassée depuis 2 semaines, sans aucun traitement médical à ce moment-là. Une bénévole, défenseur des enfants travaillant avec la famille, a remarqué la blessure du garçon et l'a signalée à l'assistante sociale de la protection de l'enfance. L'assistante sociale a appelé Jabora et a insisté pour que Rachid soit emmené à l'hôpital et finalement elle a obéi et l'a fait.
L'assistante sociale a décidé de retrouver Jabora et Rachid à l'hôpital, mais Jabora avait déjà préparé une troisième version de l'histoire. Elle a dit à l'assistante sociale que Rachid jouait sur le lit superposé du haut. Il n'a même pas 2 ans et il a roulé et est tombé. Jabora a également menti au médecin une fois sur place. Elle lui a dit que Rachid s'était seulement blessé à la jambe. 2 jours avant la visite chez le médecin, au lieu des 2 semaines qui s'étaient réellement écoulées. Et il a été dit que le médecin a offert à Jabora 2 options, une radiographie ou des soins de soutien avec des antidouleurs pour Rachid. Elle a décidé de choisir la seconde option. Elle refusait la radiographie pour éviter qu'il constate la gravité de la fracture. Cependant, les dossiers de l'hôpital Jackson Nord montreraient que Jabora avait en réalité refusé la radiographie et qu'elle n'a pas cherché d'autres soins médicaux par la suite. Pour lui, l'assistante sociale notait pendant qu'elle était à l'hôpital avec Jabora et Rachid. Et elle a noté que Rachid pouvait se tenir debout sur sa jambe. Cependant, dès qu'il se rendait compte que cela lui faisait mal, il arrêtait complètement de marcher sur cette jambe. Il était également indiqué que le médecin ne soupçonnait rien d'anormal et que l'assistante sociale ne semblait pas du tout inquiète. Maintenant, même si Jabora n'a jamais été accusée pour la blessure, la DCF a fini par retirer Rachid pendant un certain temps. Pourquoi, je ne sais pas, puisque l'assistante sociale ne semblait pas inquiète. Cependant, Rachid a été rendu à sa famille moins de 2 mois après avoir été vu par un médecin pour sa blessure à la jambe. Et c'est le même mois que la DCF a décidé d'arrêter la supervision de lui, donc seulement quelques semaines après que la DCF ait mis fin à toute supervision de toute la famille. Jabora s'est réveillée vers 10h30 le 6 novembre et elle a affirmé qu'elle avait trouvé Rachid inconscient et ne respirant plus. Ses lèvres étaient bleues, sa mâchoire serrée et de la mousse s'échappait de son nez et de sa bouche. Mais au lieu d'appeler les services d'urgence, elle a décidé d'appeler sa sœur, Ashanti. Ashanti a plus tard dit à la police que sa sœur était paniquée, en pleurs et bouleversée à propos de son bébé, même si j'ai du mal à le croire. Au téléphone, Ashanti a dit à Jabora d'appeler une ambulance et elle s'est précipitée sur place. Lorsqu'elle est arrivée à 11h50, Jabora tenait Rachid dans ses bras et il n'y avait pas de secouriste sur place. Rachid ne respirait pas et il ne respirait déjà plus 1 heure auparavant lorsque sa mère l'avait trouvé. Pourtant, ils n'ont toujours pas appelé le 911 avant une demi-heure plus tard, et Jabora et sa sœur ont commencé la réanimation cardio-pulmonaire comme l'opérateur du 911 leur avait demandé de le faire. Mais il était clairement bien trop tard. Jabora a déclaré aux enquêteurs qu'après avoir trouvé Rachid inconscient, elle avait posé son fils sur le sol, soutenu sa tête avec une serviette et commencé les manœuvres de réanimation, mais un mucus teinté de rouge s'écoulait de son nez. Rachid a été transporté au centre médical Miami Jackson North, où il n'a pas pu être réanimé. Il n'avait que 22 mois. Pendant que la police était sur place, ils ont remarqué que non seulement la maison de Jabora et Chris était sale, mais qu'ils avaient utilisé des sacs poubelles noirs, du carton recouvert de papier aluminium et même un petit matelas pour bloquer la lumière du soleil ou plus probablement les regards indiscrets des voisins. Lorsque l'autopsie de Rachid a été réalisée, le médecin légiste a confirmé que Rachid avait 2 fractures du crâne, l'une ancienne et l'autre récente. Il avait également une fracture de côte en cours de guérison et une jambe récemment cassée. La cause du décès de Rachid était des complications dues à des blessures aiguës et chroniques causées par des coups violents. Les causes contributives étaient la négligence parentale et le refus de soins médicaux appropriés. Le décès de Rachid a bien sûr été considéré comme un homicide. Quelques jours après la mort du tout petit, Jabora et Chris ont été arrêtés et accusés de négligence ayant causé de graves blessures, des accusations ensuite requalifiées en homicide involontaire et maltraitance aggravée d'enfants. Lorsque Jabora a parlé avec la police, elle leur a dit qu'elle n'avait pas appelé le 911 tout de suite parce qu'elle avait paniqué et ne savait pas quoi faire. Elle ne voulait pas que les autres enfants de la maison sachent ce qui se passait. Jabora a également déclaré qu'elle n'avait jamais fait de mal physiquement à son fils et que Rachid avait en fait eu 2 crises d'épilepsie au cours des derniers mois. Jabora a également dit que la veille de la mort de Rachid, il avait mangé des raviolis, une barre de riz soufflée et du Kool-Aid bleu pour le dîner. Il courait partout et jouait avec ses frères et sœurs avant leur coucher à 22h. Oui, avec une jambe cassée, j'en suis sûre. Et la tante de Rachid, Ashanti,
confirmait ses affirmations, disant que oui, Rachid courait partout et faisait des câlins à ses proches, comme d'habitude. Cependant, l'une des sœurs de Rachid avait dit qu'elle n'avait pas vu le petit garçon marcher sur sa jambe depuis qu'elle avait été blessée il y a des mois. En fait, elle disait que Rachid était pratiquement resté confiné dans sa chambre, où il restait allongé dans son lit presque toute la journée. Chris a dit au détective qu'il n'avait rien à voir avec les blessures de son fils et qu'il n'avait vu personne d'autre lui infliger ces blessures non plus. Cependant, il a dit que cela aurait pu être ses frères et sœurs, et au moment de la mort de Rachid, la famille faisait à nouveau face à une expulsion. Maintenant, certains des frères et sœurs plus âgés de Rachid allaient parler à la police et leur raconter ce qu'ils avaient vu se passer à la maison. Le frère aîné de Rachid a dit à la police que Chris frappait Rachid et qu'il obligeait les frères et sœurs de Rachid à faire de même. Chris et Jabora forçaient aussi les enfants à maintenir la tête de Rachid sous l'eau. Et les enfants obéissaient parce qu'ils avaient peur que, s'ils ne le faisaient pas, ce seraient eux qui se feraient battre pendant les dernières semaines de Rachid. Son frère a rapporté que sa peau avait l'air de vouloir se détacher et que son ventre était creusé. Il a également dit que lui et ses autres frères et sœurs essayaient de donner en cachette de la nourriture et des couvertures à Rachid dès que leurs parents ne regardaient pas. Tous les enfants de la maison ont dit qu'ils entendaient Rachid pleurer à cause des coups et que ses pleurs ne faisaient qu'entraîner encore plus de coups. Et le frère aîné de Rachid a également dit aux autorités qu'il avait lui aussi été maltraité. Il a dit qu'un membre de la famille qui avait emménagé avec eux le fouettait avec des ceintures et lui attachait une corde autour du pénis pendant qu'ils étaient sous la douche. Le frère aîné de Rachid a également dit aux autorités qu'il avait remarqué quelque chose d'anormal avec la jambe de Rachid environ 2 mois avant sa mort. L'adolescent avait couché Rachid dans son lit et avait remarqué qu'il se crispait et pleurait chaque fois que sa jambe était touchée. Et quand il essayait de masser la cuisse de Rachid pour peut-être l'aider à se sentir mieux, Rachid repoussait sa main. Et quand l'adolescent a signalé la blessure à sa mère, Jabora a massé la cuisse, ce qui lui faisait clairement mal, et l'a fait marcher dessus. Le frère, qui avait alors 16 ans, a également décrit un autre incident qu'il a appelé l'attaque. Rachid, qui était en train de manger des raviolis, les a vomis partout sur le lit. Quelques instants plus tard, il a remarqué que le petit garçon était allongé sur le dos, les jambes en l'air, raide et tremblante. Quand cela s'est produit, Jabora avait mis une cuillère dans la bouche de Rachid parce que sa langue s'était collée au palais, a-t-elle dit. Rachid a pleuré pendant environ 20 minutes et son frère a dit qu'il ne se souvient pas si leur mère a cherché un traitement médical. Après ça, je vais dire non. Et après cet accident vasculaire cérébral, comme l'a appelé son frère, Rachid ne pouvait plus du tout bouger son bras droit. Il était maintenant paralysé. L'une des sœurs aînées de Rachid vivait chez une tante pour une raison ou une autre, probablement parce que ses parents étaient nuls. Mais elle était allée rendre visite à Chris et Jabora chez eux le 2 novembre, et quand elle l'a fait, elle a remarqué que Rachid avait non seulement l'air plus petit, mais elle se souvient qu'il était mou du côté droit, qu'il vomissait après avoir mangé et qu'il devait être appuyé contre un mur pour pouvoir s'asseoir. Elle a dit que les yeux de Rachid bougeaient aussi dans des directions différentes à ce moment-là, donc ce pauvre petit garçon avait une lésion cérébrale traumatique depuis plusieurs jours avant sa mort. Quelques jours seulement après la mort de Rachid, les responsables de la protection de l'enfance de l'État ont demandé la garde des frères et sœurs restants. Et dans cette requête, il était indiqué que Rachid était décédé après avoir subi de multiples blessures dues à de graves mauvais traitements et à une négligence médicale alors qu'il était sous la garde de ses parents. Désormais, selon la loi de Floride, le DCF doit publier ses dossiers lorsqu'un enfant meurt à cause de mauvais traitements ou de négligence parentale, mais l'Agence de protection de l'enfance de Floride a enfreint cette loi. Et ils ont refusé de rendre publics les dossiers de Rachid, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Ils disaient que la cause du décès de Rachid n'avait pas encore été déterminée comme étant due à des mauvais traitements ou à de la négligence. Contrairement à ce qu'ils affirmaient dans leur demande de garde des autres enfants. Donc, le Miami Herald, ainsi qu'une douzaine d'autres médias et groupes de défense, ont poursuivi en justice les administrateurs du département du DCF en février 2022 lorsqu'ils ont refusé de les divulguer. La juge qui s'occupait de l'affaire a reconnu que le DCF avait une tâche difficile.
Mais elle a également souligné que l'agence disposait de nombreuses preuves que le petit garçon avait été maltraité. D'après le rapport du médecin légiste, ainsi que les rapports de la police de Miami-Dade et du bureau du procureur de l'État. La juge a alors ordonné au DCF de remettre ses dossiers aux médias et au public le 1er mars 2022. Et apparemment, le DCF a également examiné une divergence entre les photos de Rachid qui avaient été saisies dans un système interne de gestion des dossiers et les données de géolocalisation GPS intégrées dans les photos. Et cette divergence a soulevé la possibilité que l'assistante sociale ne se soit en réalité pas rendue chez la famille aux dates et heures qu'elle avait indiquées. Et à une occasion, un courriel de l'agence indique que l'assistante sociale a copié-collé les informations d'une visite précédente à domicile pour documenter les résultats d'une visite ultérieure. Et à peu près au moment où les enfants avaient été rendus à Chris et Jabora, le dossier du DCF indiquait que la maison était propre et bien rangée lorsque Rachid était décédé. Moins de 11 mois plus tard, des trous et marques apparaissaient sur les murs, des déchets au sol, et la douche et la baignoire étaient couvertes de moisissures. Les vêtements et d'autres affaires étaient rangés dans des sacs poubelles. Les matelas n'avaient pas de drap, le plafond fuyait. Il y avait ce qui semblait être une tache de déchets humains ou de sang sur un matelas, une couverture et une partie du sol. C'était un désordre chaotique. Donc, l'assistante sociale qui travaillait sur le dossier de Rachid avait été mise en congé sans solde une semaine après la mort de Rachid. Elle a ensuite été licenciée le 2 décembre 2021. Et seulement 5 mois plus tôt, cette assistante sociale en particulier avait en fait été félicitée lors d'une évaluation du personnel pour avoir travaillé avec Jabora et Chris afin que leurs enfants leur soient rendus. Et incroyable ou non, compte tenu de tout ce que nous avons déjà entendu. À ce moment-là, Jabora allait donner naissance à son 11e enfant alors qu'elle était en prison. Christophe Briand et Jabora Durier ont plaidé non coupables des accusations. Ils attendent maintenant leur procès et sont détenus sans possibilité de libération sous caution. Les funérailles de Rachid ont eu lieu le 7 décembre 2020 à la chapelle funéraire Trinity. Il a ensuite été enterré au cimetière commémoratif de Dade. Au lieu de le protéger et de prendre soin de lui, de le nourrir, ils l'ont torturé, battu, humilié et affamé. Antonio ou Tony. Carlito Ranova est né le 15 juin 2014 de sa mère Stephanie Byington et de son père Emilio Ranova Sr. Il avait aussi 5 frères et sœurs. Tony a grandi à Columbus, dans le Montana, mais au moment de cette histoire, il vivait à Great Falls, dans le Montana. Il adorait les animaux, faire rire les gens, Mickey Mouse et jouer dans la boue avec ses camions monstres et ses voitures. On disait que Tony était adorable, gentil et qu'il avait toujours le sourire aux lèvres. Les parents biologiques de Tony, Stephanie et Emilio, qui faisaient partie de la tribu Crow, avaient des antécédents criminels et il y avait également eu plusieurs cas de violence domestique entre eux. En avril 2008, la police de Billings est intervenue après un signalement d'agression dans l'appartement du couple. Stephanie, qui était enceinte à l'époque, aurait essayé d'empêcher Emilio de boire des boissons alcoolisées, et il a réagi en lui donnant des coups de pied et de poing dans le ventre. Il a été inculpé d'agression pour cet incident, puis en octobre 2009, Emilio a de nouveau été inculpé pour agression. Cette fois, Emilio avait attaqué sa sœur et lui avait laissé des ecchymoses et des coupures sur le visage, le cou et les mains. Stephanie et l'un des jeunes enfants du couple étaient également présents lors de cette attaque. Puis, en août 2012, Stephanie serait accusée d'enlèvement après être partie avec les enfants dans un véhicule. Ces enfants faisaient partie de la famille et Stephanie a aussi été accusée de les avoir mis en danger en les emmenant dans une chambre d'hôtel où l'on consommait de la méthamphétamine. L'accusation d'enlèvement serait abandonnée plus tard cette année-là et Stephanie a aussi été accusée de vol d'argent la même année. En avril 2014, Emilio a été accusé pour la 3e fois d'agression. Cette fois, Stephanie était enceinte de 6 mois et il avait sorti un pistolet contre elle. Elle a également déclaré qu'Emilio l'avait frappée à la tête et avait tenté de la renverser avec son pick-up lors de cet incident en particulier. Stephanie et Emilio n'étaient pas vraiment un couple.
Ils s'étaient séparés en novembre 2013 après que Stephanie ait donné naissance à 2 de leurs enfants et qu'elle soit tombée enceinte de leur troisième, Tony. Le couple, bien sûr, finirait par se remettre ensemble plus tard. Oh, et aussi, en 2014, Emilio a été accusé de vol qualifié lorsqu'il est entré avec 3 autres hommes dans une maison où une femme et son enfant de 18 mois dormaient. Ils portaient tous des masques et étaient armés de fusils après avoir fait irruption. Cependant, ils ont demandé à la femme où était la bière, puis ils se sont contentés de voler un téléphone avant de partir. Emilio a finalement été condamné pour ce vol, et il a été obligé de suivre une formation de gestion de la colère, ainsi que de s'enregistrer en tant que délinquant violent. Donc, lorsque Tony est né en juin 2014, il est né avec le syndrome d'alcoolisation fœtale, et ses 2 parents étaient également en prison à ce moment-là. Ainsi, à seulement 3 jours, Tony a été placé en famille d'accueil. Les nouveaux parents d'accueil de Tony s'appelaient ironiquement Christy et Jeff Foster, et le couple avait déjà accueilli des enfants par le passé. Les Foster avaient beaucoup d'amour à donner, cependant, ils n'avaient jamais pu concevoir d'enfants eux-mêmes, alors ils accueillaient constamment de nouveaux enfants. Les Foster, récemment installés du Floride au Montana, ont voulu offrir un foyer aimant à un autre enfant. Peu après, Tony a rejoint leur famille. Lorsque Tony a rejoint les Foster, ils ont aussitôt aimé le petit garçon et ont voulu l'adopter comme leur fils. Cependant, même si l'assistante sociale avait dit aux Foster qu'il était peu probable que les parents biologiques de Tony récupèrent un jour sa garde. Les Foster avaient aussi peu de chances d'adopter définitivement le garçon. Bien que les enfants amérindiens placés en famille d'accueil puissent être confiés temporairement à des familles non amérindiennes, il est bien connu qu'il est très difficile pour eux d'être adoptés par une famille non amérindienne. Peu importe si l'enfant vivait dans la réserve, peu importe la quantité d'ADN amérindien qu'il possède, et même peu importe les souhaits des parents biologiques de l'enfant. Ainsi, les familles d'accueil, suivant les conseils de l'assistante sociale, emmenaient régulièrement Tony à des powwows et autres événements amérindiens, parfois en parcourant de longues distances. L'assistante sociale avait expliqué au couple qu'ils auraient plus de chances d'adopter Tony s'ils prouvaient à la nation Crow qu'il maintiendrait le lien avec ses racines et sa culture. C'était aussi formidable pour Tony d'assister à ces événements car il adorait la danse et les percussions. Maintenant, même si les Foster aiment Tony inconditionnellement, il pouvait parfois être difficile à gérer à cause de son syndrome d'alcoolisation fœtale. Tony pouvait être difficile. Lors de ces crises, ses parents d'accueil le serraient fort jusqu'à ce qu'il se calme, puis il reprenait sa vie normalement. Les Foster ne croyaient pas à la fessée ni à aucune autre forme de punition violente. Tout semblait bien se passer avec Tony chez les Foster. Même leur famille élargie l'adorait. Mais en 2018, les Foster allaient découvrir que le tribunal tribal Crow cherchait à faire replacer Tony chez ses parents biologiques et à le retirer de leur foyer. Et en raison du fait que les Foster n'étaient pas membres de la tribu, ils ont bénéficié de très peu de procédures judiciaires. Ils n'ont pas eu le droit de comparaître devant le juge et ont dû effectuer toute correspondance par l'intermédiaire d'une assistante sociale tribale. Malgré tous leurs efforts et l'amour qu'ils portaient à Tony, les Foster ont été informés qu'ils ne pourraient pas le garder, selon le juge tribal. Et je cite « Je serai maudite si je suis la première juge Crow à laisser un couple blanc adopter un enfant Crow. » Et cette partie me sidère vraiment et m'agace profondément. Pourquoi est-ce que c'est acceptable? Pourquoi a-t-elle signé sa condamnation à mort? Donc, sur ordre de cette juge, Tony a été présenté à ses parents biologiques qu'il n'avait jamais rencontrés auparavant. On ne sait pas vraiment ce que Tony en a pensé, cependant. Les Foster étaient les seuls parents qu'il ait jamais connus. Il était avec eux depuis l'âge de 3 jours. C'était sa mère et son père. Et la raison pour laquelle Tony était maintenant rendu à ses parents biologiques, c'est parce qu'il venait tout juste d'être libéré de prison. Cependant, Stephanie et Emilio devaient d'abord accomplir une période probatoire. D'abord. Ils devaient tous les deux trouver un emploi et un logement stable avant que Tony puisse leur être rendu, du temps avec Tony pour eux. Ils ont d'abord eu des visites encadrées, avec une assistante sociale pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème, comme une tentative de fuite avec lui. Ces visites supervisées se sont ensuite transformées en visites non supervisées, ainsi qu'en nuits complètes. Donc, malheureusement, malgré leur tentative d'adopter Tony, il est vite devenu évident que Tony allait quitter la famille d'accueil. Et l'un des derniers voyages que la famille d'accueil allait partager avec Tony était des vacances à Disney World en février 2019. Toute la famille était présente et ils l'ont gâté,
sachant que ce serait probablement la seule fois où il pourrait aller à Disney World. Et il voulait qu'il s'en souvienne. Le jour où Christy et Jeff ont laissé Tony chez ses parents biologiques pour la dernière fois en mars 2019, ils lui ont dit « S'il commence à te faire du mal, dis-le à quelqu'un, dis-le à un adulte, ils peuvent t'aider. » Les parents d'accueil étaient à la fois bouleversés et inquiets que quelque chose arrive à Tony pendant qu'il était sous la garde de ses parents biologiques. Étant donné leur interaction, cela prenait tout son sens. Quelques jours plus tôt, les parents d'accueil avaient proposé à Stéphanie et Emilio d'apporter les affaires de Tony, mais ils avaient refusé. « N'apportez pas son lit, nous n'avons pas de place pour ça. N'apportez pas ses jouets, nous n'avons pas de place pour eux non plus. » Donc, dans sa nouvelle maison, Tony n'avait pas de lit, il n'avait pas ses jouets, il n'avait pas de chambre, il dormait par terre. Comment cela peut-il être acceptable ? Parce que ses parents sont amérindiens et vivent dans une réserve ? Chez les familles d'accueil, Tony avait aussi sa propre tablette. Bien sûr, il n'a pas été autorisé à l'emporter chez ses parents biologiques parce qu'il pouvait passer des appels et envoyer des emails avec. À la place, les familles d'accueil ont acheté à Tony un petit livre et à l'intérieur d'une des pages, ils ont glissé leur numéro de téléphone, leur adresse et un petit mot qui disait « Maman t'aime maintenant ». Stéphanie et Emilio ont fait toutes sortes de promesses aux familles d'accueil, y compris qu'ils pourraient être les parrains de Tony, qu'ils pourraient aller le voir quand ils le souhaitaient, qu'ils pourraient l'emmener certains week-ends ainsi que pendant les vacances de temps en temps. Mais une fois que les parents biologiques ont repris Tony, ils lui ont presque interdit d'appeler Christy et Jeff. Au début, les familles d'accueil pouvaient faire des appels vidéo avec Tony, mais cela a cessé et la situation a empiré. Lors d'un rare appel téléphonique avec Tony, qui avait alors 4 ans, Tony était au téléphone en train de pleurer et Christy pouvait entendre Stéphanie crier en arrière-plan « Ce n'est pas ta maman, c'est moi ». Déçus par leur tentative de garder contact avec Tony, les familles d'accueil ont déménagé à Nashville après que Christy a obtenu un meilleur emploi. Et malgré tout, Christy est restée en contact avec l'assistante sociale et lui a dit que si jamais il se passait quoi que ce soit, ils aimeraient beaucoup reprendre Tony chez eux. De plus, l'assistante sociale a informé les familles d'accueil que même si les parents biologiques de Tony ne pouvaient pas s'occuper de lui, ils ne pourraient pas le récupérer non plus. Il retournerait simplement dans le système de placement familial. Puis, en juin 2019, seulement 3 mois après que Tony ait été replacé chez ses parents biologiques, ils l'ont emmené aux urgences de Benefit pour des ecchymoses sur le visage, et le médecin là-bas l'a décrit comme ayant des yeux tristes. Au moment de cette visite, le personnel du service des urgences A également remarqué que le frère ou la sœur de Tony, qui avait alors 2 ans, n'avait pratiquement plus de dents car elles étaient toutes cariées et que son frère ou sa sœur d'1 an avait aussi des dents extrêmement abîmées. Il a été dit que les 3 enfants étaient très sales. Le médecin a donc appelé les services de protection de l'enfance, mais la famille était déjà partie quand ils sont arrivés. Ils ont alors essayé de retrouver la famille, mais n'y sont pas parvenus. Alors ils ont classé l'affaire. Cependant, ils n'ont pas vraiment fait beaucoup d'efforts, voire aucun. Parce qu'à l'époque, Stéphanie et Emilio étaient tous les deux en liberté conditionnelle, donc ils auraient dû avoir leur adresse, ainsi que leur numéro de téléphone. Puis, le 20 novembre à 9h07, Stéphanie a passé un appel au 911, disant que son fils Tony était allongé par terre, inconscient. Pendant l'arrivée des secours, une opératrice du 911 a guidé Stéphanie pour pratiquer un massage cardiaque. Mais elle aurait dit à l'opératrice qu'il y avait du sang qui sortait de la bouche de Tony et elle a paniqué. Lorsque les policiers de Great Falls sont arrivés à l'immeuble où Tony et sa famille vivaient, près de l'école primaire Valley View, ils ont trouvé le petit garçon allongé sur le sol dans sa chambre. Et il ne répondait pas, en plus de saigner du nez et de la bouche. Et lorsque les ambulanciers sont arrivés peu après, ils ont pratiqué un massage cardiaque à Tony, mais il ne répondait toujours pas et il a ensuite été déclaré mort sur place. Les premiers intervenants sur les lieux ont remarqué que Stéphanie était très bouleversée pendant un moment. Puis elle se calmait complètement, tandis qu'Emilio ne semblait pas du tout bouleversé, ne réagissant pas comme un parent après une telle tragédie. Au début, la police pensait avoir trouvé de la matière cérébrale sur les vêtements de Tony. Cependant, ils ont découvert plus tard qu'il s'agissait d'une sorte de colle qui avait été utilisée auparavant pour refermer une sorte de lacération sur sa tête. Cette blessure avait à peu près la taille d'$1 en argent. Tony était également couvert de bleu et ses jambes semblaient anormales et peut-être cassées. Il était aussi très maigre et mal nourri. Tony était allé chez le médecin en février 2019 alors qu'il était encore chez la famille d'accueil. Et à ce moment-là, il pesait 20 kilos en bonne santé,
Cependant, lorsqu'il a été retrouvé mort, il ne pesait plus que 14 kilos. Tony avait été affamé et battu à mort. Ce n'était pas un accident. Lorsque les policiers ont fouillé l'appartement après le décès de Tony, ils ont découvert du sang étalé à l'intérieur, ainsi que sur le rebord de la baignoire. Avec Stephanie et Emilio, 2 autres adultes se trouvèrent dans l'appartement la nuit précédente, Rex Obertail et Tiana Small. Une policière arrivée sur les lieux a aperçu Roscoe transportant un sac poubelle de l'appartement jusqu'à la benne à ordures. En inspectant le sac poubelle, l'agente a trouvé un chiffon ensanglanté avec des choses macabres dessus. Des boissons alcoolisées et des vêtements ont aussi été trouvés lors de l'interrogatoire de Roscoe sur la sortie des déchets. Roscoe a expliqué à la police qu'il avait nettoyé l'appartement parce qu'il ne voulait pas qu'il paraisse sale à leur arrivée, comme si ça leur importait vraiment. L'autre visiteuse de la veille, Tiana Small, a également parlé à la police. Elle a déclaré que la nuit précédente, le groupe avait bu plusieurs caisses de bière et du Twisted Tea. Elle a dit qu'à un moment donné, Tony s'était levé du lit et qu'il avait eu des ennuis pour cela, comme punition. Stephanie et Emilio ont emmené le petit garçon dans la salle de bain. Là, ils lui ont donné une douche froide. Emilio est resté là-dedans avec Tony et Stephanie sortait pour appeler sa sœur. Et puis apparemment, Roscoe est entré dans la salle de bain avec Emilio parce que Tiana dit qu'elle a ensuite entendu Emilio et Roscoe battre l'enfant, avec Roscoe qui encourageait Emilio et traitait Tony de noms horribles. Tiana a dit à la police qu'elle avait eu besoin d'utiliser la salle de bain plus tard et qu'Emilio lui avait dit que Tony y était toujours, quand elle est entrée. Au début, elle n'a pas vu Tony. Elle remarqua seulement que la douche coulait sans vapeur, indiquant que l'eau était encore froide. Tiana a alors vu Tony, qui avait l'air très triste, selon ses dires, et qui tenait de très grandes bouteilles lourdes au-dessus de sa tête comme punition. Tiana a également dit à la police que c'était une punition que Stephanie utilisait souvent sur le petit garçon, et elle l'enregistrait pour son propre plaisir malsain ou quelque chose comme ça. Durant la nuit, Tiana et Stephanie ont quitté l'appartement pour voir une amie. Et c'est à ce moment-là que Stephanie lui a dit qu'elle était inquiète et stressée parce qu'elle n'était pas censée avoir Tony. Et les services de protection de l'enfance le recherchaient, ce qui était faux. Emilio Ranova, Stephanie Byington et Roscoe Obertail ont tous été arrêtés et inculpés en lien avec la mort de Tony. Les 3 ont été détenus sous caution de 500 000 $ chacun. Les frères et sœurs de Tony ont été confiés au service de protection de l'enfance au centre de détention du comté de Cascade. Roscoe Obertail a été inculpé d'homicide volontaire et de falsification de preuves. Stephanie a été inculpée d'homicide volontaire, d'agression sur mineur, de mise en danger criminelle d'enfant et de mise en danger du bien-être d'un enfant. Emilio a été inculpé d'homicide volontaire, de mise en danger criminelle d'enfant, de mise en danger du bien-être d'un enfant et d'agression sur mineur. Il a également fait face par la suite à 2 autres chefs d'accusation d'agression sur mineur, après que des vidéos ont été trouvées sur son téléphone. Dans ces vidéos, Emilio et Stephanie peuvent être vus en train de maltraiter Tony parce qu'il a mouillé son pantalon. Dans l'une d'elles, on peut voir Tony être emmené à la salle de bain et frappé encore et encore, même lorsqu'il est déjà au sol. Lorsqu'Emilio a été interrogé par la police, il a admis qu'il avait bu la veille au soir. Et quand il s'est réveillé ce matin-là, il est sorti pour fumer une cigarette. Peu de temps après, sa femme Stephanie est sortie pour lui dire que leur fils Tony ne respirait plus. Il a affirmé ne pas savoir pourquoi Tony avait des blessures, ni la cause de sa mort. Bien qu'Emilio ait reconnu être le dernier à avoir touché Tony, il s'est agité et a commencé à insulter la police lors d'un interrogatoire plus poussé. Des incohérences figurent aussi dans les propos d'Emilio à la police. Du sang sur son pantalon, qu'il a affirmé être du vernis à ongles. Mais il a également déclaré qu'il n'avait pas touché son fils ni aidé à la réanimation après qu'il ait été retrouvé inconscient. Il n'y aurait donc aucune raison pour qu'il ait du sang sur ses vêtements. Emilio semblait également avoir du sang sur le visage et la lèvre lorsque la police est arrivée, qu'il essayait d'essuyer. En plus de cela, les blessures retrouvées sur le corps de Tony n'auraient pas pu se produire en si peu de temps pendant qu'il était dehors en train de fumer une cigarette. Lorsque la police a parlé avec Stephanie, elle leur a dit qu'elle avait entendu Emilio et Roscoe battre Tony. Elle a dit qu'elle savait aussi qu'Emilio avait utilisé de la colle sur l'une des blessures de Tony. Stephanie leur a également signalé que quelques semaines auparavant, Emilio avait en fait donné un coup de pied à son fils contre un objet, le blessant. Elle a également admis qu'elle et Emilio avaient à plusieurs reprises
frappé Tony avec des ceintures et des câbles électriques. Donc l'un des avocats d'Emilio demanderait une peine de 60 ans pour son client, dont 20 avec sursis. Il a dit qu'Emilio avait été qualifié d'insensible et d'émotionnellement détaché. Cependant, il y avait eu des moments après la mort de Tony où il avait été visiblement bouleversé. Il a dit que son client ne pouvait pas comprendre comment il s'était réveillé et avait trouvé Tony qui ne respirait plus, vraiment mort. Cette avocate a aussi affirmé que Stephanie n'a jamais cherché d'excuses pour son implication dans le crime. Et elle avait été dans une relation abusive avec Emilio, ce qui l'empêchait de lui tenir tête. En février 2021, Roscoe Birdtail a plaidé coupable des accusations d'agression sur mineur par complicité et de falsification de preuves. L'accusation d'homicide volontaire avait été abandonnée car aucune preuve ni aucun ADN n'avait été retrouvé sur le corps de Tony, suggérant que Roscoe avait tué le petit garçon. Il avait simplement encouragé Emilio. Jusqu'à présent, Roscoe n'avait aucun antécédent criminel. Cependant, après la mort de Tony, il avait été accusé d'avoir étranglé un membre de sa famille ainsi que de cambriolage aggravé. Cependant, en ce qui concerne le meurtre de Tony, il a été condamné à 5 ans de prison d'État du Montana pour un chef d'accusation et à 10 ans pour l'autre chef. Ces peines seront purgées consécutivement et il pourra ultérieurement demander une libération conditionnelle au tribunal. Roscoe s'excuserait de ne rien avoir fait la nuit du meurtre de Tony. Cependant, il a dit qu'il craignait qu'Emilio ne s'en prenne à sa famille s'il faisait ce qui était juste. C'est aussi pour ça que tu l'encourageais activement, n'est-ce pas? À peu près au même moment où Roscoe a accepté son accord de plaidoyer, Stephanie a également accepté un accord de plaidoyer. Son accord de plaidoyer a modifié l'accusation initiale d'homicide volontaire en complicité d'homicide volontaire, agression sur mineur, mise en danger criminelle d'un enfant et mise en danger du bien-être d'un enfant. De plus, elle devait également témoigner contre son mari lors du procès. La juge a condamné Stephanie Byington à 100 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle avant 30 ans pour l'accusation d'homicide et pour le chef de mise en danger criminelle d'un enfant. Elle a reçu une peine de 10 ans qui doivent être purgées consécutivement et Emilio Renova devait également être jugé. Cependant, il a aussi décidé d'accepter un accord de plaidoyer. Dans son accord de plaidoyer, il a été autorisé à plaider sans contestation et en échange, l'État a accepté de ne pas faire de recommandations concernant la peine. La décision a été entièrement laissée au juge et au tribunal, Emilio a déclaré « Je sais que tout le monde pense que je suis un monstre ou peu importe, mais j'aimais Tony. Il me manque chaque jour. Je me fiche de ce que les gens disent, c'est mon bébé. » Emilio a dit que la mort de Tony a détruit leur famille et toute sa vie. Oui, c'est ce qui arrive quand on tue un enfant. À quoi t'attendais-tu? Emilio a également fini par écoper de 100 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Lors de leur audience de condamnation, le juge a déclaré que malgré les traumatismes que les accusés avaient dû subir dans leur vie, rien ne pouvait excuser le crime commis contre Tony. Les 2 personnes les plus responsables de son meurtre étaient ses parents, a déclaré le juge. Au lieu de le chérir, ils l'ont torturé, battu, humilié et affamé dans le cadre d'un schéma d'abus qui a conduit à sa mort. Et seule la peine la plus lourde était appropriée pour eux. La juge a également déclaré que Roscoe a fait plus que simplement ignorer la situation ou s'en détourner, il l'a plutôt encouragé et a tenté de protéger les meurtriers. La tante et le grand-père de Tony se sont adressés au tribunal en demandant que tant Emilio que Roscoe reçoivent la peine de mort ou la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Et Quincy Bad-Moccasin, le père de Senior Stephanie, s'est également adressé à Emilio et Roscoe. Il a dit « Quel genre de personne frappe un enfant? Quel genre de monstre pourrait faire ce qu'Emilio a fait au petit Tony Bad ?» a dit Moccasin. Il espère aussi qu'Emilio recevra la justice de la prison pour son crime. Et dans son esprit, Roscoe est tout aussi coupable du meurtre de Tony qu'Emilio. Cependant, il n'avait rien à dire au sujet de sa fille Stephanie, qui a admis avoir frappé Tony à plusieurs reprises. Le 24 novembre 2019, une veillée commémorative aux chandelles a été organisée devant l'immeuble à Great Falls, où le corps de Tony a été retrouvé. Des personnes sont venues déposer des fleurs, des jouets, des cartes et tenir des bougies. Ils ont également recueilli des dons pour la crèche d'urgence Toby's House en mémoire de Tony. Et malheureusement, Christy et Jeff Foster n'ont appris la mort de Tony que quelques mois après les faits. Quelqu'un qui vivait dans le Montana et qui était ami avec Christy et Jeff avait vu l'information aux actualités locales, a reconnu le nom et les a appelés pour leur annoncer.
Les Foster n'avaient plus aucun droit légal pour obtenir des informations concernant Tony, aucun responsable de l'enquête ne les a contactés, aucun travailleur social attentionné ne les a approchés, et le dernier souhait des Foster était de pouvoir réclamer le corps de Tony. Puisque ses parents étaient en prison et coupables de l'avoir tué, les Foster voulaient enterrer Tony dans le Tennessee, lui offrir une vraie cérémonie et pouvoir rendre visite au petit garçon quand il le souhaitait. Cependant, la famille biologique de Tony a obtenu la garde de ses restes et des funérailles ont eu lieu le 26 novembre 2019 au cimetière de Lodge Grass, à Lodge Grass, dans le Montana. Quelques rangs derrière Vega lors de cette comparution devant le tribunal PC. Qui s'en soucie? Je m'en fiche. Tu me fais passer pour une mauvaise personne. Mazal et Marina Vega sont nés le 31 août 2023 d'Angelina Calderon et Fernando Vega à Houston, au Texas. Les jumelles avaient aussi 2 frères et sœurs plus âgés. Et malheureusement, ces petites filles n'ont jamais eu la chance de développer des goûts, des dégoûts ou des passe-temps, car elles ont été arrachées à ce monde, à un âge si jeune. Les parents des filles, Angelina et Fernando, ont commencé à sortir ensemble lorsqu'ils étaient au lycée, vers l'âge de 16 ans. Cependant, leur relation n'avait jamais été bonne. Elle avait toujours été très toxique et instable. Non seulement Fernando avait trompé Angelina à de nombreuses reprises pendant leur relation, mais il avait aussi commencé à devenir très violent envers elle. À la fin de 2022, Fernando a agressé Angelina si violemment devant ses 2 enfants aînés qu'il a failli la tuer. Et même si Angelina a rompu avec Fernando après cet incident, ils se sont remis ensemble seulement quelques mois plus tard. Et à ce moment-là, Angelina est tombée enceinte des jumelles Mazal et Morena. Les petites filles sont arrivées le 31 août 2023 et elles étaient heureuses et en bonne santé. Mais dès qu'Angelina et Fernando ont ramené les filles de l'hôpital, Fernando a commencé à prendre des drogues pour rester éveillé longtemps et gérer l'épuisement lié aux soins des nouveau-nés. Le couple aimait aussi sortir faire la fête régulièrement et ils laissèrent les enfants à quelqu'un d'autre. Angelina et Fernando étaient encore très jeunes et ne semblaient pas prêts à assumer les responsabilités parentales, même s'ils avaient déjà 2 enfants plus âgés. Angelina, cependant, était responsable lorsqu'il s'agissait de subvenir aux besoins de sa famille. Elle veillait toujours à ce qu'ils puissent s'en sortir. Après avoir eu les jumeaux, elle devait vite reprendre le travail pour subvenir à la famille. Et cela était d'autant plus urgent que Fernando ne travaillait pas, alors Angelina est retournée travailler seulement 4 semaines après avoir donné naissance à Mazal et Morena. Pendant que les 2 aînés étaient à la crèche, le couple a décidé que Fernando garderait les jumeaux puisqu'il restait à la maison. Quoi qu'il en soit, cela allait s'avérer être une énorme erreur. Prendre soin de jumeaux peut être épuisant et de nombreux membres de la famille d'Angelina ont proposé d'aider le couple avec les bébés. Mais les parents trouvaient toujours des excuses pour ne pas voir Mazal et Morena. Les proches essayaient aussi de faire des appels vidéo avec eux pour voir les jumeaux. Cependant, ils se heurtaient à d'autres excuses, comme les bébés dorment ou quelqu'un d'autre s'occupe d'eux. À ce moment-là, quelque chose ne semblait tout simplement pas normal. Puis, le 4 octobre 2023 vers 11h du matin, des agents de police de Houston ont été appelés au domicile de la famille, situé sur Linden Creek Lane. Un appel au 911 avait été passé concernant Mazal et Morena. Elles avaient été retrouvées inconscientes dans leur berceau. Fernando, seul à la maison avec les filles, avait aussitôt appelé les secours après les avoir trouvées sans respiration. Au téléphone avec la répartition, Fernando avait reçu des instructions pour la réanimation cardio-pulmonaire qu'il dira avoir tenté. À leur arrivée, la police a découvert les 2 filles sans vie sur le canapé. Elles présentaient toutes les 2 des décolorations de la peau, ainsi que de multiples éraflures et contusions sur le corps. Les ecchymoses étaient principalement situées sur leur petite cage thoracique et leurs bras fragiles. Malheureusement, Mazal et Morena ont toutes les 2 été déclarées mortes sur les lieux à 11h22, le 4 octobre 2023. Quand la police a interrogé Fernando sur les événements, il a expliqué que la nuit du 3 octobre, les filles étaient très agitées. Fernando a dit qu'une fois qu'il les avait mises dans leur berceau, cependant, elles se sont toutes les 2 calmées rapidement et se sont endormies jusqu'au lendemain matin, le 4 octobre échant. Fernando a déclaré à la police qu'il avait confié les jumelles à sa grand-mère pendant qu'il accompagnait Angelina au travail. Mais à son retour à la maison,
Fernando a trouvé Mazalé et Morena, toutes les deux inconscientes dans leur berceau. Il a dit avoir ensuite appelé Angelina et lorsqu'elle a répondu, lui avoir annoncé que les jumelles ne se réveillaient pas. « Elles ne font rien », a-t-il dit. Et peu de temps après, le père a appelé le 911. Lorsque Angelina a parlé aux autorités, elle leur a dit qu'elle avait vu ses bébés pour la dernière fois en train de dormir dans leur berceau avant de partir travailler. Cependant, ne voulant pas les déranger, elle ne les avait pas réveillés. Les deux parents, bien sûr, niaient avoir fait quoi que ce soit pour blesser les petites filles âgées de 5 semaines. Tous deux ont tenté de rejeter la responsabilité de la mort des petites filles sur l'hôpital où elles sont nées. Les deux parents affirmèrent que Mazalé et Morena n'avaient jamais agi comme des bébés normaux depuis qu'elles étaient rentrées à la maison. Pourquoi ne les avoir pas emmenées chez le médecin pour comprendre? Fernando a aussi remarqué que leur peau semblait étrange en les baignant, évoquant sans doute les ecchymoses sur leur corps. Et il essayait de trouver une histoire pour justifier leur présence là-bas, tout simplement. Fernando a tenté d'accuser la fille du couple, âgée de moins d'1 an, pour les blessures des jumeaux. Jusqu'à ce que les autopsies de Massal et Morena soient terminées, personne n'a été arrêté en lien avec leur décès. Après leur décès, cependant, des radiographies avaient été faites sur les corps des deux filles. Un des bébés avait plusieurs fractures, dont le fémur gauche, les côtes et la clavicule. Il a été établi que les fractures des côtes ne correspondaient pas aux compressions thoraciques d'une réanimation cardiopulmonaire. L'autre fillette avait des blessures similaires et une fracture du crâne. De plus, les deux jumelles étaient en état de malnutrition et de déshydratation, l'une d'elles présentant des signes d'une hémorragie cérébrale aiguë. Alors que l'autre jumelle avait subi une hémorragie au cerveau et à la moelle épinière, ce qui indiquait un traumatisme récent, ces blessures étaient probablement causées par des secousses ou un traumatisme direct par objet contondant. La médecin légiste qui a pratiqué les autopsies sur Mazalé et Morena a déclaré que leurs blessures semblaient être à la fois anciennes et récentes. Certaines d'entre elles remontaient même à plusieurs semaines. Gardez à l'esprit que ces bébés n'ont que 5 semaines. Les blessures des jumelles ont été infligées intentionnellement, pas accidentellement, et comme l'a dit la pathologiste, elles auraient dû être immédiatement reconnues par les parents et traitées. La pathologiste a également déclaré qu'une des blessures des jumelles correspondait en fait à 3 événements distincts et qu'elles avaient toutes les deux probablement été agressées avec ou contre un objet contondant. La police a été informée le 18 avril que les décès de Massal et Morena avaient été considérés comme des homicides par traumatisme contondant. Ainsi, plus de 6 mois après la mort des jumelles, Fernando, âgé de 21 ans, et Angelina, âgée de 21 ans, ont tous deux été arrêtés. Angelina et Fernando ont été inculpés de 2 chefs d'accusation pour avoir causé des blessures graves à un enfant. Un pour commission, l'autre pour omission. La commission, c'est avoir commis le crime. L'omission, les avoir négligés. Chacun d'eux a reçu une caution d'un montant de 750 000 $ et ils ont tous deux été détenus à la prison du comté de Harris. Le couple avait négligé d'assurer la sécurité ainsi que la surveillance de Massal et Morena, et les deux parents n'ont pas fourni les soins médicaux nécessaires ni la nourriture à leur bébé. De plus, Angelina et Fernando ont reçu l'ordre de ne pas avoir de contact l'un avec l'autre, ni avec aucun enfant, y compris les leurs. Si le couple est reconnu coupable, il pourrait éventuellement être condamné à la prison à vie, et il est possible que d'autres chefs d'accusation soient ajoutés plus tard, comme des accusations de meurtre. Cependant, cela dépendra d'un grand jury. Angelina a aussi reconnu aux autorités ne jamais avoir emmené ses filles aux examens médicaux de nouveau-nés après leur naissance. Elle a ajouté que Massal et Morena avaient récemment été malades, mais ni elle ni Fernando n'avaient jugé utile de les emmener chez le médecin. Seulement 1 semaine après la mort de ses filles, Angelina avait en fait lancé une cagnotte GoFundMe, ce qui a naturellement suscité la sympathie des parents. Plus de 1 200 $ ont été donnés pour aider à payer les funérailles des filles. Mais après que des allégations contre Angelina et Fernando ont été révélées, la cagnotte GoFundMe a été fermée. Il y a également eu un incident en janvier 2019 au cours duquel Angelina, âgée de 17 ans, et Fernando ont été impliqués dans ce qui a été qualifié de tir accidentel sur un adolescent de 13 ans. Cela s'est produit dans la même maison où les filles avaient été retrouvées inconscientes, même si cette fusillade a été qualifiée d'accidentelle. Un membre de la famille du garçon qui avait été blessé par balle a déclaré qu'il avait ensuite vu Fernando et Angelina se vanter sur les réseaux sociaux d'avoir échappé aux conséquences. Lors de la première comparution du couple devant le tribunal, ils ont tous les deux demandé à ce que leur caution soit réduite. Fernando était en liberté sous caution lorsqu'il a été arrêté pour possession de substances contrôlées. Lors de cette audience, Angelina s'est aussi montrée très émotive et s'est emportée contre Fernando. En disant « Je m'en fiche, arrête de me taire ».
Calderon a crié depuis seulement quelques sièges derrière Vega lors de cette comparution devant le tribunal ce week-end, disant au magistrat qu'il était le dernier à avoir été avec les enfants. Je m'en fiche, tu me fais passer pour une mauvaise personne. J'étais au travail quand ils sont morts, putain. D'accord, bien sûr, Angelina. Mais ils étaient aussi mal nourris et déshydratés, ce qui prend du temps, donc tu as forcément dû t'en rendre compte. Les deux parents sont maintenant détenus sous caution de 1,5 million de dollars, donc ils n'ont pas du tout obtenu la réduction, leur caution a même doublé. Les courtes vies de Massalé et Morena ont été marquées par des traumatismes indicibles que ces bébés de 5 semaines n'ont pu exprimer. Maintenant, la famille d'Angelina est divisée sur la question de savoir s'ils doivent la soutenir ou non. Quand les médias ont approché la famille de Massalé, Morena et Angelina, un proche a dit « c'est la volonté de Dieu », puis a fermé la porte sans plus d'explication. La sœur d'Angelina a affirmé publiquement « c'est l'une des meilleures mères que je connaisse, et elle travaillait quand les bébés sont morts. » Comment pourrait-elle être la meilleure maman? Vous savez, elle affamait ses bébés. La sœur d'Angelina a rapporté qu'après la mort des filles, Angelina avait pleuré. Je ne sais pas ce qu'il leur a fait. La grande-tante de Missal et Marina, Sarah Calderon, pense que même si sa nièce, Angelina, n'a pas physiquement blessé les filles elle-même, elle devrait être tenue responsable des autres choses que la police a découvertes, comme le fait que les deux bébés étaient mal nourris et déshydratés. Sarah a également déclaré que sa nièce mérite tout ce qui lui arrivera si les accusations s'avèrent vraies. « Je m'en fiche que tu sois de la famille ou quoi que ce soit », a dit Sarah. Ces bébés ne méritaient pas de traverser ce qu'ils ont traversé. La tante d'Angelina, Sarah, veut que justice soit faite pour les jumelles, et elle ne croit pas qu'elle-même ou les jumelles pourront un jour être en paix tant que cela n'arrivera pas. Elle a également ajouté « Elles étaient vraiment aimées. Ça avait été difficile quand elles sont décédées. Je n'arrivais pas à y croire. Je n'arrête pas de penser à ce qu'elles ont traversé. » Merci d'avoir écouté l'histoire de Missal et Marina aujourd'hui. Comment peut-on faire du mal et tuer non seulement un bébé, mais deux nouveau-nés, et aussi les négliger pendant des semaines auparavant? C'est déplorable et dégoûtant. La vie de ces pauvres petites filles n'a été remplie que de souffrance et de douleur pendant presque tout le temps qu'elles ont passé sur cette terre, et elles ainsi que leurs familles méritent justice. Donc si vous aimez les histoires criminelles et que vous voulez les entendre racontées par moi, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner ci-dessous et d'activer les notifications aussi. Ainsi, vous serez informé de mes nouvelles vidéos environ 2 fois par semaine. Merci d'avoir regardé Un Monde Cruel. À bientôt, prenez soin de vous.